Il y a peut-être, dans votre armoire à pharmacie, un médicament que vous prenez depuis longtemps. Un médicament prescrit pour soulager une douleur, contrôler une tension, calmer un reflux, traiter un trouble du rythme ou accompagner une maladie chronique. Et ce médicament n'est pas forcément dangereux pour tout le monde. Mais chez certaines personnes, surtout après 65 ans, il peut augmenter le risque de complications cardiaques. Je suis le docteur Eric Martin et aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet que l'on aborde trop rarement en consultation. Les médicaments courants qui peuvent fragiliser le cœur lorsqu'ils sont mal adaptés, mal surveillés ou poursuivis trop longtemps. Restez bien jusqu'à la fin car je vais vous donner les grandes familles de médicaments à connaître, les signes d'alerte à ne jamais ignorer et surtout les bonnes questions à poser à votre médecin. Le but de cette vidéo n'est pas de vous faire peur, le but est de vous rendre plus vigilant. Car un médicament peut être utile, parfois indispensable, mais il doit toujours être réévalué avec le temps. Le corps change avec l'âge, les reins filtrent moins vite, le foie métabolise différemment. Le cœur a parfois moins de réserve, et un traitement très bien toléré à 50 ans peut devenir plus délicat à 70 ou 80 ans. La première famille à connaître, ce sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Vous les connaissez peut-être sous des noms comme ibuprofène, naproxène, diclofénac, kétoprophène ou certains traitements prescrits contre les douleurs articulaires. Ils peuvent être efficaces contre l'inflammation et la douleur. Mais chez les personnes âgées ou chez celles qui ont déjà de l'hypertension, une insuffisance rénale, une insuffisance cardiaque ou des antécédents cardiovasculaires, ils peuvent poser problème. Ils peuvent favoriser la rétention d'eau, ils peuvent augmenter la tension artérielle, ils peuvent fatiguer les reins. Et lorsqu'il y a déjà un cœur fragile, cette rétention d'eau peut aggraver un essoufflement, faire gonfler les jambes ou déclencher une décompensation cardiaque. Cela ne veut pas dire que personne ne doit jamais en prendre. Cela veut dire qu'ils ne doivent pas être banalisés. Surtout en automédication, surtout plusieurs jours d'affilée, surtout lorsqu'on prend déjà des médicaments pour la tension, le cœur, les reins ou des anticoagulants. Si vous avez mal au genou, au dos, à la hanche ou aux épaules, il existe parfois d'autres options. Le paracétamol lorsqu'il est adapté à votre situation. Les traitements locaux. La kinésithérapie. Les infiltrations dans certains cas. La perte de poids lorsqu'elle est nécessaire. L'activité physique adaptée. Mais le bon choix dépend toujours de votre dossier médical. La deuxième famille à surveiller, ce sont certains médicaments utilisés pour le cœur ou la tension, notamment le verapamil et le diltiazem. Ces traitements peuvent être très utiles chez certains patients. Ils peuvent ralentir un cœur trop rapide. Ils peuvent aider dans certaines arythmies. Ils peuvent aussi traiter l'hypertension ou l'angine de poitrine. Mais ils ne conviennent pas à toutes les situations. En particulier chez les personnes qui ont une insuffisance cardiaque avec une fonction de pompage diminuée, ils peuvent parfois aggraver la situation. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent ralentir le cœur et diminuer la force de contraction du muscle cardiaque. Chez un cœur sain, cela peut être bien toléré. Chez un cœur déjà affaibli, cela peut devenir problématique. Le point important n'est donc pas de diaboliser ces médicaments. Le point important est de vérifier qu'ils sont bien indiqués pour vous. Avez-vous déjà eu une échographie du cœur? Votre médecin connaît-il votre fraction d'éjection? Avez-vous de nouveaux essoufflements, des malaises, une fatigue inhabituelle, des jambes gonflées? Ces questions comptent. Si ce sujet vous aide à mieux comprendre vos traitements, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Vous recevrez les prochaines vidéos santé avec des explications simples, utiles et directement applicables lors de vos consultations. La troisième famille, ce sont les inhibiteurs de la pompe à protons. On les appelle souvent IPP. Vous les connaissez peut-être sous des noms comme oméprazole, pantoprazole, esoméprazole, lansoprazole ou rabéprazole. Ils sont très efficaces contre les reflux, les brûlures d'estomac, les ulcères ou pour protéger l'estomac dans certaines situations. Mais beaucoup de personnes les prennent pendant des mois ou des années sans réévaluation. Or, sur le long terme, ils peuvent être associés à certains risques. Chez certaines personnes, ils peuvent favoriser une baisse du magnésium, et le magnésium participe au bon fonctionnement électrique du cœur. Quand il est trop bas, cela peut favoriser des palpitations ou des troubles du rythme chez les patients vulnérables. Là encore, il ne faut pas arrêter brutalement un traitement prescrit. Mais il faut se demander s'il est encore nécessaire. Avez-vous toujours des symptômes? Le traitement était-il prévu pour quelques semaines ou pour plusieurs années? Prenez-vous aussi des diurétiques? Avez-vous déjà eu un dosage du magnésium si vous prenez ce médicament depuis longtemps? La bonne médecine, ce n'est pas seulement prescrire, c'est aussi réévaluer.
La quatrième famille, ce sont les thiazolidinediones, comme la pioglitazone. Ces médicaments sont utilisés dans le diabète de type 2. Ils peuvent améliorer la sensibilité à l'insuline. Mais ils peuvent aussi favoriser la rétention hydrique. Et chez certains patients, cette rétention hydrique peut aggraver ou révéler une insuffisance cardiaque. Si vous avez du diabète et que vous avez les chevilles sur ce qui gonfle, une prise de poids rapide, un essoufflement nouveau ou une fatigue inhabituelle, il faut consulter rapidement. Surtout si ces signes apparaissent après l'introduction ou l'augmentation d'un traitement. Aujourd'hui, il existe d'autres classes de médicaments contre le diabète qui peuvent être intéressantes selon les profils. Certaines ont même montré des bénéfices cardiovasculaires chez certains patients. Mais le choix dépend de votre âge, de vos reins, de votre poids, de vos antécédents et de vos autres traitements. La cinquième famille, ce sont certains antidépresseurs anciens, appelés antidépresseurs tricycliques. On peut citer l'amitriptyline, la clomipramine, l'imipramine, la doxépine ou la nortriptyline. Ces médicaments peuvent encore être prescrits pour la dépression, certaines douleurs chroniques, les troubles du sommeil ou les douleurs neuropathiques. Ils peuvent être utiles. Mais chez les personnes âgées, ils doivent être maniés avec prudence. Ils peuvent favoriser la somnolence, les chutes, la confusion, la constipation, la rétention urinaire. Et chez certains patients, ils peuvent influencer le rythme cardiaque, notamment lorsqu'ils sont associés à d'autres médicaments qui allongent l'intervalle QT. Si vous prenez ce type de médicament, ne l'arrêtez pas seul. Mais demandez à votre médecin s'il est toujours nécessaire. Demandez si un électrocardiogramme est utile. Demandez si la dose est adaptée à votre âge. Demandez s'il existe une alternative plus sûre selon votre situation. La sixième famille, ce sont certains médicaments anti-arythmiques, comme la dronédarone. Ils sont prescrits pour certains troubles du rythme cardiaque, mais ils ne sont pas adaptés à tous les patients. La dronédarone, par exemple, est contre-indiquée dans certaines situations d'insuffisance cardiaque ou de fibrillation auriculaire permanente. C'est un médicament qui nécessite une vraie sélection des patients et une surveillance. Si vous prenez un traitement contre un trouble du rythme, assurez-vous de bien comprendre pourquoi il vous a été prescrit. Quel est l'objectif? Contrôler le rythme, contrôler la fréquence, éviter les récidives, réduire les symptômes et surtout, quelle surveillance est prévue? Bilan hépatique, électrocardiogramme, contrôle cardiologique, réévaluation régulière. Un médicament du cœur ne doit jamais être laissé en pilote automatique pendant des années sans suivi. Maintenant, parlons des signes d'alerte. Il y a des symptômes que vous ne devez pas attribuer trop vite à l'âge. Un essoufflement nouveau, des jambes ou des chevilles qui gonflent, une prise de poids rapide en quelques jours, une fatigue inhabituelle, des palpitations, des malaises, une gêne dans la poitrine, le besoin de dormir avec plusieurs oreillers, le réveil nocturne avec sensation d'étouffement, une baisse brutale de votre capacité à marcher. Ces signes tauropiques ne prouvent pas qu'un médicament est en cause, mais ils justifient une consultation, et parfois une consultation rapide. En cas de douleur thoracique, de malaise important, d'essoufflement sévère, de paralysie, de troubles de la parole ou de symptômes brutals inquiétants, appelez immédiatement le 15. N'attendez pas. Ce que je vous conseille aujourd'hui est simple. Prenez une feuille, notez tous vos médicaments, les traitements prescrits, les médicaments pris sans ordonnance, les compléments alimentaires, les gouttes, les crèmes, les anti-inflammatoires pris occasionnellement. Puis apportez cette liste à votre médecin ou à votre pharmacien. Demandez une revue complète. Est-ce que chaque traitement est encore nécessaire? Est-ce que la dose est adaptée à mon âge? Est-ce qu'il y a des interactions? Est-ce qu'un traitement peut aggraver ma tension, mes reins ou mon cœur? Est-ce qu'une surveillance biologique ou un électrocardiogramme est utile? Est-ce qu'il existe une option plus sûre? Ces questions ne remettent pas en cause votre médecin. Elles améliorent votre sécurité. Un bon médecin préfère un patient informé à un patient silencieux. Et un bon suivi médical repose sur le dialogue. Le message essentiel est celui-ci. Ne stoppez jamais brutalement un traitement important sans avis médical. Mais ne laissez pas non plus un traitement se renouveler pendant des années sans jamais poser de questions. Votre cœur mérite cette vigilance. Votre santé mérite cette réévaluation. Et votre âge ne doit jamais servir d'explication automatique à des symptômes nouveaux. Ce n'est pas parce que vous vieillissez que tout est normal. Parfois, un essoufflement est un signal. Parfois, une fatigue est un message. Parfois, des palpitations sont une alerte. Écoutez votre corps. Parlez-en tout. Et faites vérifier ce qui doit l'être. Je suis le docteur Éric Martin. Prenez soin de vous et surtout, avant de modifier un traitement, parlez-en à votre médecin.